Donc, bonjour, merci d'être là. Mon nom, c'est Antonia Lenné-Granger, puis je suis directrice et fondatrice du Théâtre du Renard. Et le Théâtre du Renard, ça prend sa source dans une lecture que j'ai faite il y a quelques années du livre Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, un livre de vulgarisation scientifique assez connu, puis qui m'a vraiment fait capoter, disons, et m'a donné envie de parler de ces idées-là à un plus grand public, à des idées scientifiques à laquelle moi, je n'avais pas été exposée de cette manière-là, puis trouver une manière de les rendre accessibles pour un public plus large. Et la mission du Théâtre du Renard, c'est donc de faire de la transmission de savoirs complexes, d'idées qui peuvent nous apparaître comme inaccessibles ou comme pas pour nous, puis de faire que ces idées-là voyagent puis rencontrent le plus grand nombre de gens possible, notamment via le théâtre d'objets, le théâtre visuel, différentes formes de récits. Et les labos du renard, ça naît d'un désir parce qu'au fil de mon travail, de mes créations, j'ai été amenée, peut-être plus que la moyenne des artistes, à rencontrer beaucoup de gens du milieu scientifique et du milieu de la communication scientifique, des chercheurs et tout ça. Puis, je trouvais qu'il y avait beaucoup de liens à faire entre la démarche artistique, la démarche scientifique, et que ces groupes de gens-là méritaient de se rencontrer plus ou d'avoir plus d'occasions de se rencontrer. Puis, je ne suis pas la seule à le penser parce que j'ai aussi rencontré toute une communauté de gens qui font des projets en arts et sciences, qui font des projets de communication, en éducation, tout ça. Donc, les labos du renard, c'est né de ce désir-là de créer des occasions de rencontre entre entre des praticiens de ces deux secteurs-là. Puis en même temps, ben, avec justement un public plus large, avec des citoyens, pour essayer de voir c'est quoi la place des artistes, des scientifiques et des collaborations entre les deux pour le monde de demain. Et donc, la première édition a eu lieu en février dernier à la Maison de la Culture Côte-des-Neiges, qui sont nos partenaires depuis le début. Merci, Colin. Et voilà. Et puis, c'était vraiment sur des projets en arts et sciences assez largement, sur plusieurs artistes et scientifiques qui sont venus présenter des collaborations. Et après ça, il y a eu le printemps 2020. Et c'est ça. Donc, il y a eu une grande pause mondiale et m'est apparu dans mon appartement à attendre que le temps passe, m'est réapparu, disons, en relief l'urgence climatique et l'urgence environnementale comme étant le cœur que je voulais donner à ma pratique puis à ma vie personnelle et professionnelle. Ça m'est apparu comme étant la chose importante sur laquelle travailler au sortir de cette crise-là, puis même pendant. Donc, quand Colin m'a proposé de réorganiser une soirée des labos du renard, bien, le thème s'est comme imposé qu'il fallait que ce soit autour de cette question-là, parce que je pense que c'est, pour moi, en tout cas, c'est la question. Donc, voilà. Fait que je me demandais personnellement quoi faire comme artiste pour agir, pour contribuer à ce mouvement-là, puis qu'est-ce que moi, je peux apporter dans ma capacité d'artiste avec mes compétences d'artiste, puis est-ce que pourquoi les données scientifiques claires mènent quand même pas à des changements dans nos styles de vie au quotidien puis institutionnellement? Est-ce qu'il manque quelque chose pour toucher les gens, pour les amener à l'action? Est-ce que c'est l'art? Est-ce que c'est cet aspect-là? Donc, c'est ça. Est-ce que l'art peut être une partie de la solution? Je ne le sais pas. C'est pour ça que j'ai invité des gens inspirants et inspirés des arts, des sciences et du domaine social pour avoir cette conversation avec eux. Donc, je fais juste mentionner aussi, petit point d'information, malheureusement, Olivier Hernandez du Planétarium n'a pas pu se joindre à nous pour des questions de zone orange et des questions personnelles, mais disons que, voilà, donc malheureusement, il était bien désolé, mais il a dû annuler sa participation. Donc, on va avoir ce soir 2 présentations en vrai et une présentation vidéo d'une autre artiste. Puis ensuite, on va discuter un peu ensemble et ensuite avec vous. Donc, si vous avez des questions, il va y avoir le moment pour les poser puis en discuter. Puis j'en profite pour présenter Martin. Martin PM, qui est notre facilitateur graphique ce soir. C'est vraiment cool, fait que ça ajoute le côté artistique à tout ça. Donc, il va dessiner, esquisser, faire des liens entre différentes idées. Puis, bien, à la fin, on aura une trace de ce qui se sera passé ce soir. Et parlant de traces, on aura aussi une trace vidéo parce qu'il y a une captation qui est en train d'être faite. C'est pas live streamé, vous n'êtes pas sur Facebook en ce moment. Par contre, vous pourriez éventuellement l'être dans le sens où la captation va être après ça va être mise en ligne pour que les gens qui ne pouvaient pas assister puissent l'écouter.
Donc, je le mentionne parce que si vous venez poser une question, vous acceptez de figurer dans le vidéo. Juste en être conscient. Voilà. Ouais, je pense que c'est tout. Donc, on va commencer tout de suite avec une présentation de Camille Butzbach, qui est une professionnelle de recherche et qui travaille à la chaire de recherche UQAM sur la transition écologique et qui est aussi coordinatrice du chantier Milieu de vie à l'organisme Solon. Donc, c'est une fille qui essaie de faire des liens entre la recherche et le terrain pour créer des communautés plus dynamiques, plus belles, plus résilientes dans le contexte de la transition écologique. Alors, je laisse Camille vous parler. Oui, bonsoir. Alors, j'ai vraiment pas l'habitude d'être sur scène, donc je vais essayer d'être intéressante, puis de vous passionner autant que je suis passionnée par la création de récits collectifs. Donc ce soir, en fait, je vais vous parler d'une expérimentation de co-création pour faire la transition, puis qui est notre projet de récit collectif, et qu'on a mené depuis plus d'1 an avec la chaire de recherche et Solon. Donc, d'abord, je vais vous parler très rapidement de Solon, parce que je ne sais pas si vous connaissez cet organisme ou pas. C'est un organisme à but non lucratif qui est situé dans Rosemont-la-Petite-Patrie et dont la mission, c'est de susciter et d'accompagner l'action citoyenne dans le déploiement de projets collectifs locaux pour créer des milieux de vie, en fait des voisinages qui soient conviviaux, solidaires et écologiques. Et pour l'instant, leur accompagnement se situe principalement à Rosemont-la-Petite-Patrie et dans Hunsty-Cartierville. Je vais me mettre dans la posture de chercheur, en fait, pour vous expliquer un peu tout le processus de co-création du récit, puis de où on en est et où on voudrait aller. Et d'abord, cette idée de récit, elle est née du constat de rassembler autour d'un récit collectif pour donner envie aux gens de faire la transition. Puis il y a 2 principes sous-jacents à ça. C'est que si on veut que les gens développent et réalisent leur pouvoir d'agir, on a besoin d'un processus d'appropriation citoyenne pour comprendre ce qu'est la transition. Puis les récits, c'est un outil pour permettre ça. Et on a aussi besoin d'une vision qui soit partagée par la collectivité et que cette vision-là, elle soit communicable via divers médias. Puis quand on parle de médias, on peut penser à la bande dessinée, ça pourrait être le théâtre ou d'autres formes d'expression artistique. Donc, en fait, Solon et la chaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé de janvier à juin 4 événements qui étaient sur 4 thématiques différentes. C'était des événements avec des citoyens et des citoyennes. Et l'idée, c'est de réécrire notre histoire avec les citoyens. Donc, les événements ont porté sur notre rapport au temps, la réappropriation de l'économie. Ensuite, la Covid est arrivée, donc là, on avait envie de faire un événement qui fasse écho pour les citoyens et citoyennes avec ce qui se passait en ce moment, mais qui puisse s'inscrire dans la transition. Et donc, on a choisi de parler de résilience, et le dernier événement était sur la justice sociale. Et en fait, chaque événement était construit de la même façon, puis je vais vous expliquer rapidement comment on a monté ces événements-là. Donc, ça commençait par une petite période d'explication sur ce qu'est un récit et le rôle de la recherche. Donc, comment on explique le récit aux participants et participantes? En fait, on leur partageait 3 images pour montrer l'importance et l'omniprésence du récit dans notre société. Puis, le récit, en fait, c'est comme une lumière. Ça sert à éclairer le passé, le présent et le futur, et à mettre en lumière les voies de changement. Ça joue aussi le rôle de colle. Ça permet en fait de connecter ensemble des gens à travers leurs différences, des mouvements, et de générer des histoires qui permettent de tenir ensemble ces groupes-là. Le récit, c'est aussi comme l'air qu'on respire. C'est-à-dire que c'est partout, mais on ne le voit pas. Pourtant, ça influence notre vision du monde. Donc, de faire des récits nouveaux, ça permet de créer des réalités nouvelles, des idées autour desquelles on peut réunir des citoyens, des citoyennes, des municipalités, des organismes, des artistes. Et il y a une phrase qui n'est pas de nous, mais qu'on utilise souvent pour illustrer la puissance du récit. On dit souvent qu'on veut changer d'histoire pour changer l'histoire. Donc ça, c'était dans une première partie, on expliquait qu'est-ce que c'est qu'un récit. Ensuite,
là, on explique, nous, en tant que chercheurs, c'est quoi notre rôle ou qu'est-ce qui nous pousse à faire un récit. En fait, on a besoin de créer des mondes alternatifs à la vision dominante qui nous est imposée. Et ce qui nous permet de construire cette vision, c'est le récit, en fait. En tant que chercheur, on a aussi besoin de comprendre comment on peut construire ce récit-là avec d'autres acteurs et des citoyens, des citoyennes, comment on l'expérimente, comment on transmet nos façons de faire et comment on transmet en fait ce récit ensuite à un public plus large. Donc après ces explications-là, on donnait toujours un moment pour inspirer en fait les participants et participantes, pour déconstruire aussi certains préjugés, par exemple pour l'économie, déconstruire certaines choses liées au capitalisme qui font partie de notre quotidien, mais qu'on peut déconstruire. Et notamment pour 2 événements, pour le rapport au temps et la résilience, on a collaboré avec des artistes pour ces moments d'inspiration. Donc pour le rapport au temps, on avait demandé des témoignages de citoyens, citoyennes qui avaient changé leur organisation, leur rapport au temps. On a récolté ces témoignages-là, puis on a proposé à des comédiens et comédiennes de se les approprier. Et le seul cadre qu'on leur a donné, c'est qu'ils avaient 20 minutes, mais ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec le texte. Puis en fait, ils se sont mis à 4, ils en ont fait une lecture en musique, et ça a vraiment été un moment qui a été inspirant. On a eu des très bons retours des citoyens et citoyennes présentes à l'événement. Et pour la résilience, on a travaillé avec un poète qui avait écrit un poème, donc c'était au début de la pandémie, sur la question de la solidarité, de la résistance, de la résilience. Et il nous a lu ce poème-là au début de l'événement, puis c'était entrecoupé d'explications sur qu'est-ce que c'est que la résilience. Donc ça, c'est un peu des exemples de comment on a essayé d'intégrer l'art dans nos événements. Et évidemment, le moment le plus gros de ces événements-là, c'était l'atelier de co-création, où là, c'est les citoyens, citoyennes qui participaient directement. C'était des activités différentes pour chaque événement, mais à chaque fois, on avait les mêmes perspectives. C'était l'idée de co-créer une vision, de réfléchir aux différentes étapes pour y arriver. Donc, quelles sont les différentes étapes entre aujourd'hui puis la vision dont on rêve, et également quelles sont les barrières à franchir. Et là, aujourd'hui, en fait, on a commencé l'analyse. Donc, nous, on visualise le récit comme des briques qu'on peut agencer entre elles. Ce qu'on appelle des briques, en fait, c'est des unités de sens. Une unité de sens, toutes les données qu'on a récoltées dans les événements, donc c'est soit des mots, soit des textes de participants, ça dépendait vraiment des activités proposées. En fait, on a catégorisé toutes ces données-là, on a extrait les thèmes qui ressortaient le plus souvent. Donc, par exemple, les thèmes qui sont ressortis dans les 4 événements, il y a la question de la collaboration, il y a la question de l'apprentissage et du partage. Un autre exemple, la question des ressources collectives. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les unités de sens. Et dans les 2 prochaines années, ce qu'on veut faire, c'est utiliser ces briques, ces unités de sens, pour les mettre en récit, pour raconter des histoires. Puis nous, en fait, c'est là qu'on a besoin d'aide de la communauté artistique pour explorer des processus de co-création. Et aussi, les questions devant lesquelles on arrive, c'est comment est-ce qu'on donne forme et comment est-ce qu'on crée une histoire avec les données qu'on a, comment est-ce que les arts peuvent nous aider là-dedans. Comment est-ce qu'on apprend à travailler ensemble, Solon, donc qui est plus un milieu de praticiens, praticiennes de terrain, des chercheurs et chercheuses, des artistes et des citoyens, citoyennes, parce qu'on implique beaucoup les citoyens et citoyennes dans nos processus. Et comment l'art peut nous sortir du quotidien et nous aider à avoir cette vision, puis nous faire rêver un petit peu, puis aussi toucher des publics différents qu'on ne touche pas aujourd'hui, puis d'autres communautés. Dans les 2 prochaines années, on prévoit aussi faire de nouveaux événements sur d'autres thématiques pour enrichir notre vocabulaire sur le récit. Et enfin, je voulais juste vous partager un exemple récent de petite collaboration qu'on avait eue avec un artiste. Début septembre, on a fait un événement avec Solon et d'autres partenaires qu'on a appelé la Foire des possibles, où les citoyens et citoyennes étaient invités. C'était pour leur montrer des possibilités d'implication et de projets dans leur quartier pour faire la transition, et notamment un slammer était présent.
Et on lui a donné des données brutes, donc vraiment des textes de participants et participantes et des mots qui ont été proposés par les citoyens pendant les événements. Et en fait, le SAMR a composé son texte à partir de ces données-là. Donc c'était aussi une façon de retourner aux citoyens et aux citoyennes leur temps, leur implication, leur création, puis de leur donner via l'art à la collectivité. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Camille, c'est super. Alors, bon, c'est déjà très inspirant, mais je vais passer à une présentation vidéo qu'on a. C'est l'artiste White Feather Hunter, qui est une artiste canadienne et autochtone et qui travaille en arts et sciences depuis plusieurs années. Et surtout comme bio-artiste, mais avec une tendance fortement féministe. Donc, ça vous donne une idée. Je vais vous laisser la découvrir. Elle nous a fait un super beau vidéo Director's Cut. Vous allez voir. C'est super. En fait, je vous avertis, la vidéo va être en anglais, mais il va y avoir une explication au début. Je vais faire pause, je vais résumer en français, puis après, on va écouter le reste de la vidéo qui est une performance commentée. Hey everyone, bonjour tout le monde. I'm White Feather, and I'm really sorry that I can't be there with you today, but I'm super excited that I can still share my work with you in this way. So what I'm going to show you today is a video performance, and I'll be popping in and out while the video plays just to provide some deeper context for the work. And at the end of the presentation, I'll leave you with my contact details so that you can please feel free to reach out to me with comments or questions, and I'll be happy to respond. So before I begin, I'll just mention a little bit about my practice and why it's relevant to today's topics. So I'm a bioartist and a scholar, and most of my research and creative practice centers on overlapping art and science methodologies. With my work, I've tended to focus on two main overarching concepts, the first being biotechnofeminism, and the second being landscape as laboratory. Let me quickly explain biotechnofeminism. So this is a word that I invented that's sort of piggybacking onto the already existing genre of technofeminism. The only difference is that I work in biotechnology, hence biotechnofeminism. When I work outdoors using the landscape as a laboratory, I use performance as a way to integrate new sensory information and gather new scientific information, as well as generate new creative outputs. So today's presentation focuses on witchcraft in the lab, or witches in labs. And this is a new global biotechnofeminist movement that I've helped initiate over the past couple of years. So quickly, why the witch? Why witchcraft? What does this have to do with biotechnofeminism or laboratories? The association between witchcraft and art is an easy one to make. But just as the relationship between art and science can be really complicated and complex, you might think that magic is the antithesis to science. But in my understanding, witchcraft has always been science. It's always been the exploration and mediation of bodies. And by bodies, I mean the full extended understanding of bodies. Human bodies, particularly women's bodies, queer bodies, sick bodies, but also more than human bodies, animal bodies, land bodies, water bodies, plant bodies, microbial bodies, viral bodies, and importantly, the movement and interchange between all of these bodies. So with my biotechnofeminist work, whether it's in the landscape or in the laboratory, the common link has been the resistance to control over bodies, institutional control over bodies, typically capitalist control over bodies. And the witch is the ultimate icon of resistance to institutional control over bodies. The witch is every body that resists control, that insists on autonomy. The witch questions institutional interventions in autonomy of self. So in my current work and what I'm about to share with you here, the witch is the entry point for problematizing science, understanding science in a different way, disrupting science and fertilizing new methods of scientific process and thought. I'll play the video now, and as it's playing, I'll continue talking and explain a bit about why I made it.
Alors, juste pour donner un peu de contexte en français sur l'intro, donc White Feather, c'est une artiste qui travaille dans le secteur des biotechnologies, donc qui travaille beaucoup dans les laboratoires, puis sa pratique, ou ce qu'elle veut nous montrer là, s'articule autour de deux concepts, le féminisme biotechnologique, donc qui s'inspire du techno-féminisme, d'un courant qui existe déjà, mais appliqué à son secteur qui est vraiment dans les biotechnologies, et l'idée d'utiliser le paysage, donc les milieux naturels, comme un laboratoire, donc de mélanger les sphères de l'art et de la science, puis de mélanger aussi les codes et les méthodes de ces deux secteurs-là. Puis d'utiliser des endroits extérieurs naturels comme un laboratoire, bien, ça lui permet d'un côté de recueillir des données scientifiques pour ses études, pour son travail, puis de l'inspiration artistique, puis de nourrir sa création. Puis là, ce projet qu'elle va nous présenter est autour du thème de la sorcellerie, parce que pour elle, la sorcellerie et la science ont des buts similaires, c'est-à-dire que les deux explorent les interactions entre les corps, que ce soit des corps humains, des corps animaux, des corps de plantes, des corps naturels, etc. Donc, c'est vraiment une interaction et une exploration et une transformation de différents types de corps. Et pour elle, la magie n'est pas l'antithèse de la science, mais même la sorcellerie, c'est de la science. Et elle utilise aussi la figure de la sorcière parce que c'est une icône de résistance au contrôle des corps, au contrôle institutionnel, au contrôle extérieur qui brime l'autonomie de ces différents corps. Donc, pour elle, c'était une icône vraiment intéressante à utiliser dans ce contexte-là. Et donc, la sorcière serait l'égérie de chaque corps qui résiste à l'institution, à ses interventions. Puis, ces projets-là lui permettent de voir la science qu'elle pratique et la science en général d'un autre côté et d'essayer de questionner aussi certains aspects qu'elle trouve plus problématiques de la pratique de la recherche scientifique. Alors, je vais vous jouer la performance commentée. What you are about to see is the world premiere of cryobinding. Super. Donc, juste pour ceux je vais faire un petit topo en français de la performance. Vous avez vu de quoi ça a l'air, mais en gros, c'est ça. Il s'agit de transformer l'idée de nommer les problèmes avec l'institution scientifique, notamment des problèmes dans l'angle du féminisme, et de les cryogéniser, de les congeler dans l'azote liquide, et en même temps de faire un rituel avec ça. Donc, elle s'inspire beaucoup de la figure de l'artiste et de la sorcière comme étant des figures de désobéissance qui prennent les interdits puis qui les transforment, qui en font autre chose. Donc, voilà. Et puis, ça nous amène justement à parler de notre autre artiste qui est avec nous aujourd'hui, Anne-Isabelle Léonard, qui est une artiste interdisciplinaire et sociale, éducatrice en art, qui fait de la performance, l'art visuel, plein de choses, et beaucoup de plein air, et qui est une fervente défenseur de l'environnement, donc qui va nous parler des projets qui sont assez embryonnaires. Donc, si vous avez un sneak peek d'un projet qui existe peut-être même pas encore, mais qui est en train d'être rêvé, donc c'est super. On va être très avide de vos commentaires et de vos questions là-dessus. Donc, comment l'art peut être une source d'éducation alternative, puis c'est quoi la position que l'artiste peut avoir dans la société. Donc, bonsoir tout le monde. Merci pour la belle introduction, Antonia, et pour l'invitation. Donc, oui, c'est ça, c'est des projets qui sont vraiment embryonnaires et je vais vous parler aussi un peu de ma pratique artistique et comment est-ce qu'au final, tout est dans tout s'embrique dans tout et comment je me suis rendue à ce moment ici. Donc, dans un monde qui est dirigé principalement par l'économie, où est-ce que notre attention est complètement exploitée jusqu'au point d'en être abusée, on se retrouve à ne plus être étonné. Je vais reprendre un peu les mots du physicien Nicolescu qui disait que la maladie de la modernité, c'est le non-étonnement. On est rendu à un point où est-ce que les mots ne nous étonnent plus, les images ne nous étonnent plus, et même que la disparition d'espèces ne nous étonne plus.
Comme notre attention, les arts, la science et l'environnement sont souvent ou trop souvent perçus comme des ressources qui sont juste là pour être extraites dans le but d'être consommées. Personnellement, je pense que le problème avec nos récits est qu'à force d'essayer de convaincre, de prouver, de choquer et de surprendre, on oublie peut-être d'écouter, de ressentir ou même tout simplement de vivre. Personnellement, je ne pense pas que la solution pour nos récits est dans la nouveauté, donc d'inventer de nouveaux récits, mais plutôt dans la réimagination de ceux-ci. Pour moi, les arts et la science sont des langages de création, de réflexion, d'exploration et d'observation. Ce sont des langages qui témoignent du monde, qui rendent visible l'invisible et qui touchent à l'inconnaissable. En gros, une réponse à l'incomplétude de notre compréhension du monde. Je pense que c'est important que je vous parle un peu de l'opportunité que j'ai eue de grandir aux côtés de mon père, de sa mère et de son grand-père, donc de ma grand-mère et de mon arrière-grand-père. Tous des curieux de nature, amoureux de la nature. Jeu de mots incroyable. J'étais tellement fière quand j'ai trouvé ça. Wow. Grâce à eux, j'ai appris à observer, mais vraiment, de manière plus importante, à me laisser observer. Cette relation de réciprocité est super naturelle chez moi et même vitale. Je pensais que ça l'était pour tous, mais au final, je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui a eu l'opportunité d'être accompagné comme ça tout au long de sa vie et d'avoir accès à ce regard-là sur la nature, l'environnement et la vie en général. Donc ici, c'est un petit dessin que j'ai fait où est-ce que j'ai écrit « y porter autant d'attention, sinon plus ». Et c'est un lichen que j'aime beaucoup. Donc, la nature est une immense influence sur ma pratique. C'est un mentor depuis ma tendre enfance et continue à me guider à travers les années. Donc, comme Antonia l'a si bien dit, je suis artiste interdisciplinaire. J'ai une formation en musique, en danse, en arts visuels. J'ai aussi en entrepreneuriat, en business. J'ai fait une carrière de ski professionnelle et je suis guide de plein air. Donc, pour moi, j'ai essayé de choisir pendant des années pour réaliser au final que tout est dans tout. Même si on regarde un peu des œuvres que j'ai faites ici, entre mes performances, des dessins, des installations. Donc, c'est moi dans les deux images et mon dessin. Et je n'ai pas essayé de calquer quoi que ce soit. C'est vraiment après, quand j'ai pris une distance de mes œuvres, je commence à observer de plus en plus des liens entre les formes, entre les sujets, qui se développent de manière très organique. Donc, c'est vraiment un dialogue entre mes œuvres qui reflète vraiment les observations que je fais dans mes sorties en nature. Donc, on voit vraiment l'influence que ça a sur moi sans même que j'y pense, ça vient naturellement. J'ai jamais vraiment compris notre obsession pour la nouveauté et l'innovation parce que dans ma tête, tout est déjà là devant nous. Il s'agit de bien l'observer et de la traduire. J'ai donc, après des années de tiraillement intérieur, découvert que ma force vraiment réside dans ma transdisciplinarité. Donc, j'ai voulu partager cette force, cette opportunité que j'ai eue, cette vision et cette perspective du monde avec mes pairs. Et c'est donc, lors d'une randonnée dans les Adirondacks avec mon ami Taylor, et maintenant collègue, qu'on voit ici, qui est, lui, performeur, artiste, kung fu master et grimpeur professionnel aussi, qu'on a décidé de former le Outdoor Artist Collective. Donc, notre vision avec ça, c'est de construire une armée d'artistes engagés, oui, rien de moins, de tout médium et toute pratique, collaborant à faire le pont entre art, communauté et nature, dans le but de redéfinir notre relation avec notre environnement. On a commencé nos activités avec le Backcountry Artist Residency. Donc ça, c'est un projet qu'on a commencé en 2018 et c'est une résidence de recherche artistique d'1 mois. Et je dis bien recherche artistique parce que le but, quand les artistes viennent avec nous, ce n'est pas de produire des œuvres. C'est vraiment de se laisser imprégner par l'expérience. Donc, pendant 1 mois, 6 artistes sont immergés dans les paysages sauvages hivernaux du Grand Nord canadien et
aussi intégrés dans les communautés qui y habitent. Le but, c'est vraiment, à Taylor et moi, parce qu'on a eu un peu la même opportunité avec notre famille, d'avoir été outillés très jeunes pour nous permettre d'être indépendants et vouloir sortir en nature. Et nous, on voulait un peu redonner ça aux artistes de notre communauté élargie, bien entendu. Donc, à travers la résidence, les artistes rencontrent des artistes locaux là-bas. On a fait notre prototype dans la ville de Terrasse, qui est à 1h30 dans les terres de Prince Rupert. Donc, si on regarde sur une carte, c'est disons, de Vancouver, c'est 2 heures de vol vers le nord, à la frontière avec l'Alaska. Et ensuite, le printemps 2020. La COVID. Je pense que je peux parler pour tout le monde en disant que la pandémie nous a rappelé que notre monde peut changer du jour au lendemain. Ça nous a freinés dans nos activités et j'ai dû quitter le Grand Nord et revenir à Montréal, où est-ce que j'ai trouvé une grande bande d'artistes dans mon cercle qui étaient prêts à aider, remplis d'une énergie créatrice incroyable, mais que, sans un contexte culturel habituel, ils se retrouvaient un peu désarmés, un peu confus sur comment prêter main forte à la situation. Et j'ai aussi observé quelque chose que j'ai personnellement trouvé étrange, c'est l'immense énergie qui a été mise à essayer de recréer ce contexte-là, à trouver des solutions pour continuer à consommer autant et de la même manière qu'on le faisait avant. En plus, on s'est retrouvés directement tournés vers la technologie, coupés du monde extérieur et cachés derrière nos écrans. Tout ça au lieu d'essayer de se réimaginer. De là est venue l'idée de tenir la résidence localement. Le but était d'essayer d'imaginer comment offrir l'expérience dans sa forme la plus simple, au final. Parce que souvent, on se retrouve même confinés à nos studios, à nos pratiques, à nos bulles créatives, et maintenant, avec la pandémie, derrière notre technologie. Donc, le Outdoor Artists Collective, on a décidé de réunir des artistes pour des incubateurs dans le but de tenir des discussions et des réflexions, tout en étant immergés dans les milieux naturels avec lesquels on veut développer une relation de réciprocité. En gros, c'est 10 artistes, 3 à 5 jours, une question. Et, en fait, toute cette question-là et ce processus d'incubateur sont tenus dans des espaces naturels locaux, et donc, oui, à Montréal. Avec la COVID, il faut vraiment qu'on a dû penser à on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas sortir les gens, comment est-ce qu'on fait, nanana. Donc, localement, on peut toujours sortir dehors. On n'est pas obligé de rester confiné chez nous. On l'a vu cet été avec les parcs, avec les espaces publics, etc. Il y a eu des super beaux projets qui sont sortis justement à cause de ça. Donc, explorer tous ces espaces-là. Et l'objectif de ces artistes-là, quand ils rentrent dans l'incubateur, c'est d'aller trouver des pistes de solutions tangibles pour répondre à cette question-là. Nos questions sont basées sur 3 piliers. Bon, je préfère les appeler des cernes, un peu comme des cernes de croissance d'un arbre qu'on voit ici. Donc, on a l'art, la pratique personnelle au centre, qui est soutenue ou qui se retrouve à l'intérieur de la communauté, et tout ça dans l'environnement. Des exemples de questions, en ce moment, ce qui nous préoccupe énormément, c'est justement l'importance ou la valeur de la pensée créative à l'extérieur d'une pratique artistique. Quel est le rôle, la responsabilité de l'artiste à l'extérieur de sa pratique artistique? Ou encore, comment voir ou agir ou percevoir l'activisme dans le contexte de notre époque? C'est toutes des questions sur lesquelles on se penche. Toutes nos discussions se passent aussi, non seulement à l'extérieur, mais aussi dans l'action. Donc, à travers des ateliers, des ateliers qui font des connexions avec l'extérieur, donc avec des professionnels, soit en écologie, des herboristes, des gens qui travaillent dans le social, etc., on amène les artistes à connecter entre eux, connecter avec la communauté, connecter avec l'environnement qui sont autour d'eux. Puis, disons, je vais vous donner des exemples. On a des ateliers pour comment faire des paniers, comment reconnaître les plantes, même dans un milieu urbain, des choses comme ça. Puis comment est-ce qu'on est capable de créer des liens entre ces activités-là, entre ces actions-là et les discussions qu'on a pour tomber dans l'action, de trouver des solutions tangibles éventuellement. Donc,
Nous, personnellement, on croit énormément au potentiel d'impact de réunir des esprits créatifs de diverses disciplines ensemble dans un moment à l'extérieur de leur propre pratique, autant physiquement que mentalement. En plus, les artistes, ils ne savent pas, mais ils sont déjà entrepreneurs. Tout le concept d'être artiste, de faire du problem solving, de la communication, comment faire de la communication de gros concepts, puis de les amener un peu comme tu fais, Antonia, de les amener à un public. C'est tout des choses que les artistes font déjà, mais ils ont juste besoin de l'espèce de petit push pour dire, OK, on peut le faire, on le fait, puis on va communiquer, on va de l'avant, puis on a vraiment une valeur à l'extérieur de notre pratique et dans notre pratique, bien entendu. On place aussi une valeur importante dans une pratique qui est basée dans la découverte et l'exploration, et aussi sur le long terme. Ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre de l'avant. Prendre le temps de sentir, de jouer et de penser le monde. De vivre nos récits, en fait. De vivre notre art, de vivre notre langage et de contextualiser notre insignifiance afin d'y trouver une signification. Alors, en fait, en offrant des espaces d'échange comme ça, on espère contribuer au façonnement de récits positifs construits dans l'inspiration et dans l'éducation des messagers, soit les artistes et les esprits créatifs. Le Outdoor Artists Collective se veut un espace de collaboration et aussi de support. L'isolement des bulles créatives, je l'ai observé un peu dans mes cercles proches, disons, mène souvent à l'épuisement et parfois même à la dépression. Ces artistes-là travaillent souvent dans des concepts similaires et donc il y a vraiment une valeur à les connecter ensemble puis à leur montrer qu'en fait, on n'est pas tout seul. Souvent, même moi, je dois me le rappeler parce que, bon, travailler en studio, faire des demandes de bourse, etc., on se perd un peu dans le processus du jour ou du quotidien, puis on oublie qu'au final, on travaille tous ensemble. C'est important aussi de noter, je pense, que les artistes puisent leur inspiration dans diverses disciplines. Prenez-moi, par exemple, oui, je prends mon inspiration des sorties que je fais à l'extérieur très souvent, mais aussi dans les textes de psychanalyse, de philosophie, d'ethnologie, d'anthropologie, et j'en passe. Je pense que le pouvoir des esprits créatifs réside dans leur capacité à tisser des liens entre les règnes de connaissances et même en les transcendant. Et en fait, en faisant ça, souvent, on ne le réalise même pas, mais on assure une cohérence entre les différents domaines de la culture. Et en plus, on offre ces perspectives au public sous forme d'un dialogue poétique. Alors, je me permets de terminer en vous posant une question et d'adapter un petit peu les mots du philosophe et pisteur de loups, Baptiste Morisot. Depuis trop longtemps, nous refusons de donner une place légitime aux arts et à l'environnement dans la question fondamentale de la construction de notre vivre ensemble. Si les arts et l'environnement nous permettent de rendre la planète habitable et notre existence beaucoup plus qu'agréable, n'est-il pas temps de leur donner un rôle sérieux dans nos réflexions sur comment nous allons faire monde commun? En gros, je vous invite à réimaginer nos récits dans la riche complexité de l'altérité. Merci. Merci, Anne-Isabelle. Super. Alors, ça met la table quand même, c'est super. Je vous glisse un mot. Je ne me prendrai pas pour Olivier Hernandez, ça serait difficile, mais je vais quand même vous glisser un mot sur le laboratoire des possibles et différentes initiatives d'espace pour la vie qui sont autour de la transition. Vous allez en retrouver, en fait, je vous invite à garder votre programme. Vous allez retrouver les informations, les noms des différents projets, mais je nomme juste 2 projets à peut-être garder l'œil ouvert. Il y a un projet qui s'appelle Chemin de transition, qui est proche de l'idée du récit, puis des rencontres citoyennes pour justement imaginer autour de différents thèmes le monde de demain. J'en dis pas trop parce que je veux pas dire des faussetés, parce que ce n'est pas mon organisation, mais voilà. Et il y a aussi des pépinières de projets, donc de l'accompagnement qui se fait pour développer différents projets, notamment des projets arts et sciences et différentes idées comme ça. Donc, je vous invite vraiment à suivre ce qui se passe à l'Espace pour la vie. Il y a comme 12 000 projets à la fois qui sont démarrés. Ils sont vraiment super dynamiques. Donc, je vous encourage à suivre ce qui va se passer de ce côté-là. À ce moment-ci, on va ouvrir la discussion
entre nous, puis on va vous inviter dans un second temps, si vous avez des questions, commencez à y réfléchir parce qu'on aura une période de questions après ça. Ce que je trouve intéressant, par exemple, dans la vidéo de White Feather qu'on a vue, c'est comment je trouve que ça illustre bien une des façons que l'art peut intervenir pour créer du sens ou pour rendre concret certains concepts qui sont un peu plus abstraits, comme les blocages institutionnels du laboratoire. Je pense que, en tout cas, il y a beaucoup de choses. C'est quand même très abstrait. Il n'y a pas grand-chose de plus abstrait qu'un concept comme ça, puis de dire bien, comment on peut créer une image, créer quelque chose de fort, de concret, qui rend ces idées-là, justement, qui les rend concrètes, puis qui donne aussi une façon, là, elle est symbolique, mais une façon d'agir ou de se positionner par rapport à ça. Puis qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il y a tout ça? Parce que, en tout cas, pour moi, c'est un peu comme ça que je me sens par rapport à la transition écologique. Déjà, maintenant qu'on l'appelle la transition, ça semble plus réalisable que quand on disait juste la crise écologique, tu sais. Là, ça sonne juste comme quelque chose d'insurmontable et qui nous dépasse complètement. Donc, comment... Est-ce que c'est une façon que l'art peut intervenir de donner, souvent l'art est dans le domaine du symbolique, mais d'un autre côté, il peut peut-être rendre concret, transformer en action concrète des idées qui semblent un peu, qui semblent nous dépasser. Et que c'est ça, je me demande, par rapport à vos pratiques ou à vos réflexions, pour vous, est-ce que ça serait quoi le rôle que l'artiste est amené à jouer pour vous par rapport aux faits scientifiques qu'on sait sur la transition qui est nécessaire? C'est quoi la limite entre une œuvre qui partage une réflexion scientifique puis de la vulgarisation? Est-ce qu'on veut faire les deux? C'est quoi le rôle, par exemple, toi, Anne-Isabelle, le rôle de l'artiste dans cette réflexion-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Wow, grosse question. Ben, je pense que, tu sais, les artistes, pour moi, je vais parler pour moi, pas pour les artistes, mais pour moi, en tout cas, j'ai toujours communiqué, on parlait de ça justement en arrière, mais j'ai toujours communiqué à travers l'art, depuis que je suis toute petite. Donc, je pense que c'est vraiment une forme, un langage qui m'habite, au final. C'est vraiment juste une manière que j'ai de communiquer mes idées. Je trouve que... ça, je vais parler un peu de mes frustrations d'être allée à l'école des beaux-arts. Mais souvent, je trouve que, malheureusement, il y a beaucoup d'idées, de concepts qui sont hyper intéressants, qui sont explorés dans des œuvres artistiques, mais qui sont perdus sous des couches et des couches et des couches et des couches, comme tu dis, quoi, soit de symbolique ou on essaye d'en mettre plus pour, je sais pas, c'est des fois des trends un peu artistiques, je sais pas trop, mais des fois, je me dis, toujours revenir à l'essentiel, tu sais, on balaye un peu à droite, à gauche. L'idée, est-ce que c'est de communiquer une idée ou est-ce que c'est... il y a des très belles œuvres qui sont faites, don't get me wrong, là, il y a des très belles œuvres qui sont faites, qui sont très complexes, mais qui sont très, très belles et très poétiques. Mais des fois, je me demande si justement les artistes... En tout cas, moi, j'essaie de faire ça depuis quelques années, d'enlever des couches de complexité pour communiquer à un public. Donc, d'avoir un public en tête puis de dire, OK, à qui est-ce que je parle? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que je veux communiquer? Puis comment est-ce que je me rends là à travers mon médium, à travers mon langage qui est l'art? Exemple, récemment, j'ai fait une exposition solo à Terrasse, justement, dans le Grand Nord canadien, une toute petite ville de 10 000 personnes où est-ce qu'il n'y a pas d'art contemporain et conceptuel. Et l'image que vous avez vue, justement, c'est de moi qui est dans une espèce de couverture IKEA. C'est un show sur les avalanches. Puis au final, ce qui est intéressant, c'est que l'optique de le présenter dans une petite ville, c'est quelque chose qui les habite énormément, qu'ils comprennent, les avalanches, parce que ça fait partie de leur quotidien. Et donc, je pouvais communiquer ça avec eux à travers de l'art conceptuel et ça les touchait directement. Versus si je le présente à Montréal, je ne sais pas qui d'entre vous a déjà vu, vécu, senti une avalanche, mais je pense qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui l'ont vraiment senti. Le sens serait complètement différent. L'objectif serait complètement différent. La communication serait complètement différente. Donc ça, je pense que les artistes ont le rôle de communiquer ça, ces perspectives-là. Puis, ben c'est ça, ça me fait réfléchir à l'idée de... On a beaucoup parlé de l'idée de communauté quand même, puis moi, c'est ça, en art de la scène, puis on parle beaucoup moins souvent de l'idée de communauté, puis beaucoup plus souvent de l'idée de public, disons.
Puis justement, on s'adresse à un public, mais puis notre relation est quand même, à toute fin pratique, unidirectionnelle. Tu sais, on ne sait pas ce qui reste des œuvres, ou en tout cas, s'il se passe quelque chose après, c'est individuel, puis ça part. Puis je me demande comment on peut intégrer cette idée de communauté dans nos pratiques artistiques. Toi, Camille, à Solon, la communauté est comme la base de ce que vous essayez de faire. C'est quoi? Tu sais, d'où c'est venu cet intérêt pour la communauté, puis comment vous faites pour la créer, pour la maintenir? C'est quoi vos stratégies? Déjà, à la base, Solon, c'est un collectif citoyen. Donc, c'est parti de voisins, voisines qui ont créé qui ont fait une ruelle verte, puis qui ont, en tout cas, ça fait le lien avec ce qu'on est en train de dire ce soir, qui ont proposé du cinéma dans la ruelle. En tout cas, c'est comme des activités culturelles qui ont permis de créer du lien social dans la ruelle, puis d'amorcer en fait ce collectif-là, puis qui existe depuis 2015-2016. Là, c'est toujours un collectif citoyen, mais avec des employés maintenant, il y a des membres aussi. Mais ce qu'on s'est rendu compte, en fait, dans les différents projets de recherche qu'on a fait, parce que la chaire accompagne Solon depuis 2016, c'est que la question du lien social était fondamentale pour faire la transition. En fait, c'est comme un résultat de recherche qui est ressorti. Puis, nous, on pense que si on veut, enfin nous et les résultats de recherche, que si on veut amorcer un mouvement de la transition, puis faire la transition ensemble, la base, c'est de créer du lien social. Et on pense aussi que l'art peut nous aider à créer ce lien social-là, à aller chercher aussi d'autres publics ou un public plus diversifié. Nous, on a quand même dans les membres et dans les citoyens et citoyennes qui sont intéressés par nos activités, c'est assez homogène. Puis, en tout cas, moi, personnellement, je pense que l'art peut nous aider à aller chercher d'autres publics aussi. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait communauté? Nos projets sont beaucoup montés en co-création ou en co-créer avec des citoyens, des citoyennes qui vont être des voisins, voisines, qui vont avoir l'occasion de se revoir. On insiste aussi beaucoup sur la convivialité. En fait, le but, c'est que ce soit le fun de faire ces projets-là, qu'on ait envie, on sait qu'on va passer un beau moment, on va apprendre à mieux se connaître, puis on va avoir envie ensuite de faire des projets et de passer du temps ensemble, et on va se faire confiance. Oui, bien, c'est vrai que ça relie à une autre idée qui est ressortie, celle de réciprocité. Je ne sais pas laquelle de vous, mais il y a effectivement une espèce de relation entre le fait de faire des choses ensemble, puis ensuite d'avoir le goût d'en refaire, puis de redonner à sa communauté. Donc, on rentre dans un cercle vertueux, là, si on veut. Ça me fait penser à des écrits qui m'habitent beaucoup ces temps-ci de la botaniste Robin Wall Kimmerer, qui fait un livre qui s'appelle Braiding Sweetgrass, qui est justement sur comment les méthodes de la science et les savoirs traditionnels autochtones peuvent pas nécessairement se combiner, mais disons collaborer dans la construction d'un nouveau récit, parce qu'elle ne croit pas non plus à retourner, ni à réinventer tout, mais ni à retourner à un âge d'or qui n'aurait pas existé, mais c'est juste de dire comment ces deux façons d'aborder le monde peuvent nous offrir des clés pour l'avenir. Puis un thème central du livre, c'est cette réciprocité-là entre, qui est beaucoup entre les humains entre eux, mais entre l'humain et la nature. Fait que je me dis comment on peut créer des communautés puis qui commencent de l'humain, mais après ça, qui dépassent l'humain, puis que cette communauté-là prend tout le vivant. T'sais, comment on fait pour avoir de l'empathie est-ce qu'on peut juste avoir de l'empathie pour la planète, ou est-ce que c'est possible d'avoir de l'empathie pour notre planète, ou c'est peut-être possible pour au moins le bout de gazon qui est devant chez nous, ou le parc, ou l'écureuil du parc du voisin, peut-être, ou c'est juste pour les humains. En tout cas, je me questionne beaucoup sur comment peut-être l'art peut contribuer à ça. Puis, en tout cas, je me demande c'est quoi la relation entre un récit et le passage à l'action. C'est quoi, ouais? Oui, si tu veux, je peux sauter là-dessus, mais je pense que pour moi, dans toute l'élaboration du projet que je suis en train de monter en ce moment, avec Taylor, on se posait vraiment la question, pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas passer à l'action? Pourquoi est-ce que, pour nous, c'est hyper important de passer à l'action maintenant, mais pas pour beaucoup de monde dans notre cercle qui, au final, justement, c'est même juste de demander d'avoir un peu d'empathie pour leur compost et leur recyclage, c'est déjà énorme, là, admettons. Je pense un peu à mes parents là-dedans. I love you, parents.
Mais en gros, c'est parce qu'on a su développer une relation intime avec l'environnement, la nature, le vivant. Une relation qui, au final, ça fait partie de nous, tu sais. Et donc, on s'est dit, OK, il faut qu'on construise une relation d'amour, un lien direct avec les gens. Nous, admettons, moi, c'est à travers le ski que j'ai vraiment vu l'urgence d'agir. Ou est-ce que maintenant, bon, c'est normal, la pluie en janvier? Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça me fait peur au plus haut point. Il y a des gens qui, dans mon cercle qui crient, qui sont super contents quand il fait super chaud en janvier, ils sont en petit T-shirt, tout ça. Puis, honnêtement, moi, j'ai pleuré plus qu'une fois, un peu en stress. Ou sinon, d'aller voir les glaciers ou le Grand Nord canadien qui, maintenant, les grandes forêts, les rainforests qui deviennent sèches. Tu sais, c'est que si ça brûle, ils reviendront jamais. T'sais. Donc, c'est vraiment en sortant dehors puis en étant sur le terrain qu'on comprend l'urgence puis qu'on voit les changements. Et donc, oui, c'est vraiment d'amener les gens dehors, de créer des liens, de trouver un lien direct, soit par des activités, soit par une passion, soit par la beauté de la nature. Mais je pense que c'est vraiment créer des liens directs. Mm-hmm. Puis pour toi, Camille, la relation entre votre récit puis l'action, parce que quand même, Solon est né d'action réelle citoyenne. Après ça, vous avez développé le volet récit. Comment tu vois le retour vers l'action, ou comment vous entrevoyez le passage? Est-ce que c'est votre but, c'est de produire le récit puis de le livrer, ou le but, ce serait de proposer des actions concrètes? Comment vous voyez ça? En fait, Solon propose déjà accompagne déjà des projets, puis propose déjà des mises en action de citoyens. Puis une de mes autres casquettes dont je n'ai pas parlé, c'est sur le pouvoir d'agir citoyen. Et on a un autre projet de recherche qui est en cours pour comprendre, est-ce que Solon arrive... En fait, Solon accompagne les citoyens, et dans quelle mesure ça permet de développer le pouvoir d'agir des citoyens, dans quelle mesure... quels sont les éléments qui permettent de développer ce pouvoir d'agir-là. Donc, c'est sûr que c'est des questions qu'on se pose. Puis, on a déjà, en fait, dans les recherches précédentes, tout un modèle du pouvoir d'agir où on sait quelles sont les composantes qui vont permettre de développer ce pouvoir d'agir-là. Puis, dans les composantes, il y a ce qu'on appelle la motivation intrinsèque de la personne. Puis ça, c'est alimenté par le sentiment de compétence de la personne, le sentiment d'impact, le fait que la personne sente qu'elle a le choix, que si elle participe au projet, c'est parce qu'elle veut, c'est pas parce qu'on lui a dit faut que tu participes, c'est important de partager ton auto puis d'utiliser ton vélo. Et il y a aussi la question de donner un sens à son action. Et donc, ça, c'est une des composantes du pouvoir d'agir. Une autre composante, c'est de donner aux participants les ressources nécessaires. Quand je parle de ressources, c'est pas seulement financière, c'est aussi... là, Solon, par exemple, va faire les démarches auprès de l'arrondissement si on veut faire un espace public, mais qu'on ne sait pas comment ça fonctionne auprès de l'arrondissement. Ensuite, c'est de donner les compétences nécessaires aux gens pour utiliser ces ressources-là. Et c'est d'aider les gens à développer les stratégies. Et en fait, tous ces éléments-là, ça va permettre d'outiller les citoyens et citoyennes pour développer leur pouvoir d'agir et pour être en mesure concrètement de faire des projets sur leur territoire. Et le récit, moi, je le vois vraiment plus comme pour rallier encore plus de monde à ce mouvement-là, puis pour montrer aussi que la transition, c'est quelque chose qui peut nous donner envie, que c'est pas juste quelque chose de contraignant, de confrontant, mais que ça peut être quelque chose de convivial, de solidaire, de festif, qu'il y a plein de belles choses dans la transition. Ça peut être la solidarité, le partage d'objets, de ressources, l'entraide, en tout cas. C'est vraiment d'aller raconter une histoire positive et que les gens de toutes origines, autant culturelles que sociales, se retrouvent là-dedans. Et c'est de montrer... Parce que toi tu disais, on ne veut pas réinventer une histoire. Après, je pense que tu parlais peut-être plus de récits personnels. Mais tu sais, nous, on pense vraiment qu'il faut qu'on montre qu'une autre histoire est possible, en fait. Et c'est de montrer, cette histoire-là, on va l'écrire ensemble. Ce n'est pas nous qui allons vous l'imposer, mais on va l'écrire ensemble. Puis en plus, elle va vous parler parce que vous l'avez écrite avec nous. Puis
elle va vous correspondre, elle va vous plaire, elle va vous réunir. Oui. Bien, effectivement, il y a beaucoup de ce que tu nommes de l'amour ou du désir, tu sais, de dire que la transition n'est pas obligée d'être souffrante ou d'être subie, mais elle peut être choisie. Puis, en tout cas, ça m'amène à Yves-Marie Abraham, là, qui est un des... peut-être pas père fondateur, c'est peut-être un peu fort, mais un des chercheurs en décroissance au Québec, puis qui dit souvent ça, par rapport à la décroissance, qu'une décroissance subie, c'est une récession, mais une décroissance choisie et construite et déterminée et choisie ensemble, comme tu le nommes, bien, ça peut être rassembleur et ça peut être extrêmement positif pour la plupart des gens. Puis je pense qu'on a... En tout cas, moi, je me demande aussi comment cette décroissance-là, par exemple, serait compatible avec la création artistique, avec plein d'autres domaines, mais on se demande tous qu'est-ce que ça voudrait dire de faire moins, de consommer moins d'art, mais est-ce qu'on produit moins? Comment on produit plus sur le long terme? Comment toi, t'envisagerais ta pratique artistique de rêve là, dans un monde transitionné, là, disons? En fait, je pense que je vais partager juste un petit fait de ma pratique perso, mais en gros, depuis que je suis toute petite, comme je disais, j'ai toujours fait de l'art, j'ai toujours une affinité avec l'art. Et donc, à toutes mes fêtes, Noël, etc., tout le monde me donnait des tableaux, des matériaux à utiliser, etc. Puis, je les ai jamais utilisés. Ils sont encore dans une armoire. J'ai commencé récemment à les utiliser. Et puis, en fait, je me disais tout le temps, mes parents disaient « Ah, mais pourquoi tu les utilises pas? Tu fais quelque chose avec. » Je disais « Ah non, je vais les garder pour quand je vais être bonne. » Parce que je veux pas les gaspiller. Donc, j'ai toujours une relation avec l'art qui est un peu spéciale parce que je voulais jamais faire des tests créés pour essayer de faire le processus. Tout ça, je me suis heurtée à des profs à l'université qui disaient « Ah, mais il faut que tu essayes plus, il faut que je vois pas ton processus de création. » Je dis « Ah non, mais moi, je calcule, tu sais, j'ai méthode un peu à l'ingénieur, comme mon père était ingénieur, donc, tu sais, planifier tout, les matériaux, tout exact pour essayer de gaspiller le moins possible. » Puis après, même en faisant ça, j'arrivais, je faisais mon œuvre, puis après, je disais « Bon, OK, là, je la store. Là, ça prend de l'espace. OK, là, j'ai utilisé les matériaux. Je la jette. OK, mais ça sert à quoi? Tu sais, et c'est pour ça que je suis retournée vers la danse, la musique, la performance, parce que là, je peux créer autant que je veux sans faire aucun gaspillage, sauf de mon temps et du temps des gens autour de moi. Donc, je me dis... en tout cas, ça a été un peu mon processus. Et en tout cas, de fil en aiguille, je suis arrivée à m'intéresser plus au type de matériaux qui sont utilisés, le type d'espace qui est utilisé aussi, comment sortir justement du monde de studio, présentation en galerie, du marché de l'art, etc., qui est important, là, c'est sûr, mais pour moi, ça me parlait beaucoup moins, puis je trouvais que ça dirigeait beaucoup la manière que je créais et la manière dans la manière que j'investissais mon temps aussi dans la création. Donc, idéalement, dans un monde idéal, j'utiliserais seulement des matériaux purement naturels et puis beaucoup aussi dans l'aspect de communauté. Donc, sortir de l'espèce de white cube, comme beaucoup d'artistes le font déjà en ce moment, et intégrer l'art dans la communauté, dans l'air du temps, dans ce qui est nécessaire, en fait, dans un dialogue avec le monde autour de moi. Oui, bien, ce que tu nommes par rapport au marché de l'art, c'est aussi, tu le dis, l'art, c'est comme ça, puis... Mais c'est comme ça, mais moi, j'aimerais faire autrement, mais bon, il y a aussi ça, il faut que ça existe, mais en fait, c'est un peu ce que tu nommais d'une autre histoire est possible, tu sais. Oui, ça existe, puis c'est comme ça. Est-ce que ça doit le demeurer? Ça, c'est une autre question, tu sais. Puis je pense que par rapport au pouvoir d'agir que Camille, tu nommais... Okay. Ma référence est très culture pop, ça c'est mon genre de spectacle, mais ça m'a vraiment fait penser à la fameuse ligne dans Spider-Man, là, tout le monde a déjà vu ça, là. Avec des grands pouvoirs. Bon, merci, ils viennent de grandes responsabilités, je leur dis pour la vidéo, mais merci. Donc, mais en fait, c'est parce que j'ai repensé à cette ligne-là en lisant le livre de Robin Wall Kimmerer que je citais tantôt, mais j'ai repensé parce qu'à un certain moment, elle dit à peu près la même phrase, mais avec un changement, puis elle dit avec des grands cadeaux viennent de grandes responsabilités. Ma traduction libre de l'anglais, mais
parce qu'elle voit justement l'entièreté du monde, tout ce qui nous est donné dans le monde, de toutes les ressources auxquelles on a accès. On a tout ce qu'on a besoin pour vivre et même s'épanouir et même, tu sais, et aimer et faire tout ce qu'on veut faire. Puis ça vient du monde. Puis donc, on a une immensité de cadeaux qu'on reconnaît pas souvent, même très rarement, presque jamais. Et elle voit ça comme l'occasion, c'est quoi notre responsabilité par rapport au monde. Et donc, moi, je transformerais un peu ton pouvoir d'agir dans le sens où si on cherche toujours notre pouvoir, on dirait que du pouvoir, on veut toujours en avoir plus, puis on se dit, mais j'ai pas assez de pouvoir pour faire rien. Tandis que si on se dit, mais c'est quoi ma responsabilité aujourd'hui en tant qu'artiste, en tant que chercheur, en tant que citoyen et citoyenne, mais on dirait que pour moi, ça vire vraiment la question, puis là, c'est comme, on est on the spot, puis il n'y a pas de raison de rien faire, tu sais, parce que là, c'est quoi ta responsabilité? C'est rendu ça. Donc, on n'est plus en train de se demander si on est prêt si on est rendu assez bon pour faire des choses, mais on est responsable du monde, puis je pense que de se placer chacun dans cette position-là, ça peut avoir un gros impact. Puis de le nommer, comme je le fais là, bien, ça fait que tout d'un coup, on se dit « Ah, peut-être qu'il y a d'autres gens qui se reconnaissent là-dedans, puis que ça sème des graines pour m'inspirer encore de la nature. » Puis c'est vraiment drôle parce que je me disais tout le temps, tu sais, moi j'ai la vision un peu que je fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand, tu sais, on parlait de spiritualité. Puis que quand je vais décéder, tu sais, que mon corps va se désintégrer. Dans le fond, c'est un peu des atomes empruntés à des choses qui m'ont précédé et des vies futures, que ce soit, peu importe. Peu importe le corps vivant ou non vivant, peu importe. Puis après, je me suis dit, hey, ça serait tellement plate que des particules qui font partie de mon corps se retrouvent dans un sac de plastique qui étouffe une baleine. Non, mais pour vrai, tu sais. Puis quand tu penses... C'est ça qui m'a fait réaliser, OK, non, mais je fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand que moi et puis je dois en prendre soin parce qu'après, je vais retourner là-dedans aussi. Donc, cette conscience-là m'a aidé un peu, en tout cas, je sais pas si ça peut aider les gens dans la salle, à développer une empathie vraiment profonde parce qu'au final, c'est une empathie envers moi-même aussi puis envers le futur de mes enfants, le classique de mes enfants et des générations futures aussi. Donc, voilà. Oui, bien, parlant justement des gens dans la salle, on va passer à cette partie-là de l'Assemblée. Merci pour la présentation. C'est Alexandre Baudouin, je suis un conseiller en biodiversité. Je m'implique à mon échelle là, sur plusieurs conseils d'administration, 7 en fait, là, en environnement, dans le contexte urbain. Puis le choix que j'ai fait de venir vivre à Montréal, c'est parce que justement les humains se trouvaient principalement là, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de mentalité à changer ici. J'ai un gros background en vulgarisation scientifique, puis je pense que l'éducation relative à l'environnement, c'est des chevaux de bataille qu'on peut utiliser, puis l'art, de plus en plus, je le reconnais, j'ai pas fait ces choix-là, moi, dans ma carrière, d'aller vers l'art, mais je pense que c'est très important de les utiliser, puis je pense que c'est un des médiums importants où on doit utiliser pour vraiment vulgariser des idées. Puis ce que je voulais amener, c'est comme un défi que je me lance, où j'essaie de trouver la façon de l'aborder. Fait que je vais vous lancer cette question. C'est au niveau, dans le fond, on parle d'empathie. Justement, il y avait cette idée-là d'empathie. Et après ça, on est allé un petit peu plus vers les atomes qu'on emprunte et qu'on redonne par la suite. Puis je suis passé exactement par ce processus-là qui est à la limite du bad trip. Puis dans le fond, c'est un livre que j'avais lu, là, c'est Drinking a Molotov Cocktail with Gandhi de David Boyle, je crois, en anglais, c'est un livre sur le militantisme et l'activisme en environnement. Et je vais vous expliquer après tout le lien de tout ça. Puis, il dit, dans la classe, il regarde sa bouteille d'eau, puis il dit, est-ce que cette eau-là m'appartient? Tout le monde dit, ben non, elle est dans ta bouteille. Pourtant, j'ai de l'eau, je suis constitué près aux 3/4 de mon corps avec de l'eau. Tout le monde me donne raison. Bon, si l'eau est à 2 doigts, c'est sûr que c'est moins évident que le masque. Mais si l'eau est très proche de ma bouche, puis je m'apprête à la boire, on s'entend que les gouttes d'eau qui s'en viennent vont probablement être à moi prochainement. Donc l'eau va m'appartenir à partir de ce moment-là. Puis là, ouais. Puis là, ce qui amène les gens à réaliser, c'est que est où la ligne, en fait? À partir de quand est-ce que c'est toi, puis c'est l'individu ou le capitaliste qui nous amène à tout nous individualiser, etc. Ou à partir de quand est-ce que l'eau est extérieure à moi? Puis là, finalement, lui, il amène les gens à dire, bien finalement, tout est à moi, puis finalement, je suis dans tout ça. Et la rivière qui passe devant moi, j'en fais partie. Puis c'est pour ça que je reviens sur l'empathie, parce que l'empathie, c'est un peu une reconnaissance de l'autre, tu sais, quelque chose envers l'autre. Mais finalement, je pense que le défi que l'art a par rapport à la science, c'est de se positionner comme je fais partie de ce tout-là,
L'environnement, c'est moi, je suis dedans. Vous comprenez un peu où est-ce que je m'en vais? C'est comme une espèce d'univers, là, pas évident à vulgariser. Puis de plus juste observer puis de compter les papillons et les oiseaux quand me promène en nature avec des enfants ou avec un public, du grand public, par exemple. Mais vraiment d'essayer de faire comprendre aux gens que finalement, on est ça. On est ce qui nous entoure. Puis c'est un défi que je voulais amener parce que je me le suis lancé, j'ai pas trouvé la clé. Puis c'est pas évident. J'espère que j'ai été clair avec toutes mes Oui, mais moi, c'est c'est ça. exactement ça que je fais, là. C'est vraiment ça. Puis je pense que, tu sais, c'est... Il y a plusieurs défis dans ce que tu dis aussi. Tu sais, je pense que ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir aussi les changements de paradigme que la science et les arts aussi, mais surtout la science, tu sais, la science moderne, en fait, a. Parce que la science moderne est vraiment née dans quasiment une idée de domination de l'objet, tu sais. Dans le fond, nos connaissances, pendant longtemps, nous ont servi à essayer de dominer. Parce que ça vient de peur, tu sais, on pense à, OK, pourquoi est-ce qu'on fait des villes? Bien, on fait des villes pour mieux communiquer entre nous, mais il y a aussi une peur de la nature, il y a une peur d'organismes qu'on ne peut pas contrôler, tu sais. Là, c'est vraiment des environnements contrôlés qu'on a construits. La lumière, bien, on a peur du noir, il y a des dangers reliés au noir, etc. Donc, il y a vraiment il y a vraiment un besoin de comprendre que ces connaissances-là, on parlait de pouvoir, ça donne un pouvoir énorme. Puis là, maintenant qu'on a passé à la prochaine étape, OK, la nature n'est plus vraiment un danger. On s'entend, là, avec toutes les... il y a quand même des forces énormes. On parle surtout avec la pandémie en ce moment, tu sais, on s'en rend compte un petit peu. Je pense que c'est vraiment plus de rentrer dans une phase où est-ce que nos connaissances sont faites et sont là pour nous permettre de rentrer en dialogue avec l'autre, quel que soit l'autre. Que ce soit la rivière, comme tu dis, même l'eau dans ton lavabo. Je trouve que c'est hyper important. Puis il y a d'ailleurs un passage dans le livre de Braiding Sweetgrass qui est hyper intéressant, où est-ce qu'elle parle justement de notre déconnexion à tous nos objets, au final, mais que tout ce qu'on a autour de nous est tellement modifié qu'on ne peut plus voir sa provenance naturelle, mais qu'au final, on puise tout de notre monde dans lequel on est. Donc, j'ai pas de réponse précise à te donner, mais je pense que, justement, de faire sortir les gens à l'extérieur, puis juste, de dire, hey, ton encre, ça vient de telle place, ou, OK, du plastique. C'est quoi réellement du plastique? T'sais, où est-ce qu'on le retrouve? T'sais, cette plante-là que tu achètes à je sais pas combien de dollars au Rachel Berry ou chez ton herboriste ou whatever, ben regarde, ça pousse dans ton backyard à Montréal. Tu pourrais faire ta tincture toi-même. Il y a comme une déconnexion qui est née du confort, qui fait qu'on a une perte aussi de confort avec l'extérieur, donc, et de connexion. Donc, c'est juste, on sort dehors pour recréer ces connexions-là. Puis, je veux juste revenir là-dessus, ça va aller vite. Là. C'est par rapport à ta feuille lignée, justement, que tu avais tantôt, où est-ce qu'on voyait l'artiste et sa pratique au centre, parce que c'était la démarche que vous aviez. Et pour moi, en prenant la même image là, des cernes, de l'art, de la croissance, peut-être que finalement, dans la communauté au centre, avec l'environnement alentour, mais l'art deviendrait peut-être un genre de canal entre les deux. Je pense que c'est l'objectif. Puis cette image-là, pour moi, est plus forte que l'art au centre. L'art devrait se trouver comme une espèce de lignes, des rayons là, qui traversent à peu près toutes ces lignes, ces cernes-là, pour vraiment rejoindre les différentes strates de l'environnement. Puis je pense que c'est le but du labo du renard, en fait, là, complètement. Là. Mais c'est juste une image un peu différente qui exprime la même chose. Juste ça. Oui. Non, définitivement, je pense qu'ils interagissent tous ensemble puis ils grandissent ensemble aussi. Il y a cette image-là. Mais oui, définitivement. Tout est dans tout. Ah, voilà. Oui, merci beaucoup. Puis c'est vrai, on va laisser la prochaine personne s'installer. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'ignorance qui crée la peur, je pense que c'est effectivement vrai. Par ailleurs, on a souvent tendance à faire des binarités comme ça, puis à dire si l'ignorance crée la peur, bon, bien, la connaissance, ça va être le confort, puis ça va être réglé, puis ça va être la vérité. Puis on va être bien. Puis on cherche beaucoup la connaissance, où on veut... Je pense que c'est bien de connaître différentes plantes, tout ça, puis effectivement, ça fait moins peur. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que les meilleurs scientifiques que j'ai rencontrés, que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est ceux qui savent que la connaissance est ultimement inatteignable, la connaissance...
complète, tu sais, puis que dans le fond, je pense qu'on vient de traverser et on traverse encore une période de grande incertitude et de grand inconfort. Puis pour moi, ça a beaucoup de parallèle avec la transition, qu'elle soit choisie ou subie, c'est-à-dire que si on reconnaît qu'on ne veut pas être dans l'ignorance parce que ça crée la peur, mais on ne peut pas vraiment être dans la certitude non plus, bien, on est pris avec l'incertitude, on est pris avec l'inconfort. Puis là, pour moi, en tout cas, ce que j'essaie de faire, ou ce que je pense qu'il faut faire, c'est comment y trouver la joie dans ça. Puis ça, pour moi, il y a beaucoup de ça, puis ça s'applique à nos vies très intimes et très at large, mais c'est quoi vivre dans l'inconfort? Parce que finalement, on est toujours dans l'inconfort ou dans l'incertitude, mais avant la pandémie, peut-être qu'on s'illusionnait à penser qu'il y avait des systèmes en place, puis que ça allait être correct, puis que c'était bien encadré, tout ça, puis on se rend compte que finalement, tout est assez... En tout cas, l'incertitude est toujours présente et est partout, puis je pense qu'il faut juste voir comment vivre avec, puis s'amuser avec aussi. Mais tu vois, un de mes coachs qui m'a donné mes cours d'avalanche a dit justement, après des jours de formation, a dit, bon, alors maintenant, vous savez que vous n'en savez pas assez. Puis ça, je pense que c'est vraiment une attitude qui doit être enseignée, que moi, j'essaie d'enseigner à tous mes élèves, c'est de dire, justement, il n'y a aucune certitude, il n'y a aucune réponse, mais non seulement ça, mais il y a toujours plus à connaître. Donc, c'est toujours de se poser des questions, puis justement d'apprendre à se positionner dans cette ouverture-là. Oui. Allô. Mon nom est Marie-Ève Desrochers. J'avais plus un questionnement, une réflexion par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui. On parlait justement du résultat, disons, d'un processus artistique qui va être plutôt une symbolique, un message symbolique qui va être transmis aux autres. Mais je me demande, est-ce que avec ce message symbolique-là, il ne peut pas avoir un autre output un peu plus pratique et en lien avec le message qu'on essaie de passer? En fait, la réflexion vient du film Interstellar. Okay? Peut-être que certains d'entre vous le connaissez, j'espère. En fait, au lieu d'engager une armée d'artistes pour générer certains effets spéciaux dans le film, ils ont donné un certain budget à une équipe de recherche pour faire les simulations, pour représenter. Probablement qu'il y a eu des artistes qui ont travaillé dessus aussi ensuite, là, mais il y a quand même eu un output scientifique, la recherche qui a été faite à partir de ça. Et je me demande, est-ce que dans les processus artistiques, il ne pourrait pas avoir cette notion de pouvons-nous intégrer un output qui a vraiment un impact? Disons, si c'est l'environnement, on a besoin d'un espace, pourquoi ne pas engager, mettons, la communauté pour venir nettoyer un espace dans lequel on va faire notre présentation artistique, par exemple? Donc, ça donnerait un output, au final, qui est bien pour le message qui est envoyé, qui était de la transition écologique, par exemple, peu importe. Donc, c'est cette réflexion-là que c'est rare, en fait, qu'on le voit habituellement, justement. C'est plus dans la symbolique, mais j'ai l'impression qu'il peut aussi avoir un output un peu plus pratique. Totalement. Je souris parce que j'ai eu la deuxième table ronde pour notre projet. Antoinette n'a pas pu être là, mais c'était assez incroyable. Il y a un des artistes qui a dit bon, j'aime bien ça, aller au musée ou dans les galeries ou dans les shows, puis, mais je suis un peu tannée de... Ça ne m'intéresse pas nécessairement de lire les journaux intimes de tout le monde. Puis lui travaille énormément à, justement, vulgariser un concept. Donc, il part avec un concept, il sait où est-ce qu'il veut aller dans l'objectif. Après, c'est OK, comment est-ce que j'arrive à prendre ça, puis à enlever des couches de complexité pour vraiment bien communiquer mon idée au public. Je pense que c'est deux écoles de pensée dans les arts, ça. Je pense que, en tout cas, dans mon monde, dans les arts visuels, on dirait qu'il y a le code des arts à répondre aussi, là, soit dans la forme, dans la manière qu'on... les trends aussi, etc. On dirait des fois que ça devient un peu... on parle pour... on développe un langage pour se parler entre nous. Je fais aussi de la composition électroacoustique, puis c'est beaucoup comme ça. C'est, au final, qui est dans les salles, qui sont au vernissage. Il y a souvent d'autres artistes, des gens du milieu, etc. Mais comment est-ce qu'on va chercher un public qui est plus large que ça? Donc, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a vraiment, justement, une transcendance qui doit être faite, non seulement au niveau des connaissances, mais aussi du input des gens qui travaillent sur un projet. Exemple, j'ai rencontré un ingénieur aérospatial en Hollande
qui avait fait des études toute sa vie. Elle pensait qu'elle allait construire des fusées, etc. Puis finalement, il s'est ramassé à travailler pour un artiste visuel. Puis l'artiste, dans le fond, disait, OK, voici ma vision, arrange-toi pour que ça marche. Puis lui, tu vois, il faisait des calculs incroyables du développement de technologies, de différents matériaux, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre de ça, où est-ce qu'il pourrait vraiment avoir une communication pour réaliser une vision artistique et mieux la réaliser aussi. Parce que moi, en tant qu'artiste, je ne peux pas réaliser tout. T'sais, oui, je suis interdisciplinaire, mais justement, ça fait en sorte que je ne suis pas spécialiste dans aucune de mes disciplines. Donc, souvent, je vais aller chercher de l'aide à droite et à gauche de personnes spécialistes pour réaliser ma vision qui, elle, est plus générale. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je crois que définitivement, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus poussé dans l'enseignement, au bac ou peu importe où est-ce qu'on apprend les arts. Et une valeur qui devrait être mise plus de l'avant. Quand tu vas au cinéma, tu regardes un film, ben, il y a tous les credits à la fin. Ben, en art visuel, il n'y a pas juste un artiste habituellement qui travaille. Oui, il y en a, mais il y a beaucoup, beaucoup de projets qui ont une panoplie de personnes derrière qui ont travaillé dessus. Donc, on devrait définitivement plus cette mentalité-là. Puis ce que tu nommes aussi, ça me fait penser à ce que Camille parlait sur la communauté, c'est-à-dire qu'on a souvent les projets artistiques, bien, si on est vraiment que dans le projet artistique, bien, on a une vision d'un artiste ou de plusieurs, mais ça reste comme les collaborateurs vont être des exécutants ou des manières de réaliser cette vision-là, mais comment on peut vraiment co-créer, c'est comment on peut vraiment que le projet lui-même soit le fruit d'une communauté, tu sais, ce que tu nommes comme un output autre à un projet artistique ou une conséquence autre qu'on fait pas juste, mettons, nettoyer pour que l'artiste puisse venir faire un spectacle, c'est bien, mais on nettoie aussi pour nous, pour notre quartier. Je veux dire, comment on peut trouver un sens plus large puis que les gens se sentent vraiment partie prenante de quelque chose, là. Vous travaillez quand même beaucoup sur développer ce sentiment-là. Oui, ben, en tout cas, j'allais tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis comment sortir des communautés de gens, tu sais, comme tu dis, le milieu des arts, c'est homogène, le milieu de Solon est un peu homogène aussi. Est-ce que c'est deux milieux qui sont pareils? Comment on peut les utiliser pour, peut-être qu'en collaborant, on élargit aussi les milieux de chacun avec les réseaux des autres? Là? Après, je ne suis vraiment pas dans le milieu artistique, mais je pense qu'il y a des médiums, tu sais, comme la bande dessinée ou certains... les ruelles cet été sur le plateau ont été utilisées pour des spectacles, soit de musique, soit de mini-pièces de théâtre là, qui étaient financées par l'arrondissement. Je pense que ça peut venir toucher des publics plus diversifiés aussi. Donc, après, ça dépend les formes d'art, mais je pense qu'il y a des formes d'art qui sont quand même plus universelles. Oui. Par rapport à ce que Madame nommait, c'est vrai que le choix de l'espace a un impact, d'aller dans les communautés, d'aller physiquement chez les gens, bien, automatiquement, on sort des lieux qui sont fréquentés par un certain type de personnes, puis on voit beaucoup plus loin, effectivement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres... on a une autre question. Un commentaire. Bonsoir. J'aimerais revenir au récit dans la question qui est posée ce soir. Mon nom, c'est François Lavallée, je suis raconteur d'histoire. Puis dans mon métier de conteur, je travaille beaucoup sur le conte qui se dit, celui qui est narratif, celui qui se raconte, puis celui qui se vit, celui qui est en train de se créer dans le moment réel qu'on passe avec les gens, dans cette espèce de communauté-là qui se crée dans l'espace d'un instant. Puis dans mon métier aussi, on parle souvent, on tente à opposer souvent le récit ancien puis le récit nouveau. Fait que dans la question d'asseoir comment créer des nouveaux récits, ça me fait popper plein d'autres questions. Parce que le récit ancien, moi j'ai envie de le raconter et de réfléchir à comment il peut aujourd'hui parler à notre monde puis résonner dans notre monde actuel. Et le récit nouveau, des fois, j'ai l'impression qu'il... étant donné qu'il n'y a pas le polissage du temps aussi. J'ai l'impression que toute sa complexité... Un conte, aujourd'hui, quand on le raconte, il a été poli avec le temps. Il y a eu de l'érosion dessus. Dans la complexité qu'il y avait au départ d'une charge très forte, à un moment donné, on arrive à une statuette fine avec les années où on enlève des couches à ça. Et ça, c'est très beau d'arriver à ça, à un conte qui parle en disant très peu de mots.
Et dans les nouveaux récits, comment est-ce qu'on peut redonner de l'espace à la pensée, redonner du temps pour que ça, ce polissage-là puisse exister puis avoir des récits signifiants avec énormément de sens. Et là, ma question, ça se fait, qu'est-ce qu'un récit pour vous? Je laisse commencer. Bonne question. En tout cas, je trouve ça très intéressant et très vrai, en tout cas, de parler des récits anciens. Puis c'est une question qu'on s'est posée et on pense qu'il faut qu'on... En fait, on parle de récits nouveaux, c'est plus dans la perspective de dire on peut changer notre système actuel puis proposer une autre histoire que le système actuel, mais par contre, c'est à la fois super important, puis je pense absolument nécessaire de connecter ce récit ou ces histoires qu'on voudrait écrire à l'histoire passée, que ce soit l'histoire passée du quartier, que ce soit l'histoire passée de la ville ou de la province. Et c'est sûr que ça doit faire partie de ce narratif-là. Après, nous, on est aussi en train d'explorer, parce qu'on ne sait pas comment on va écrire notre histoire. C'est un peu notre enjeu. C'est le point où on arrive maintenant. On a discuté avec le CRIEM, je ne me rappelle plus ce que veut dire l'acronyme exactement, mais c'est un centre de recherche sur les études montréalaises et qui travaille beaucoup sur le narratif, l'histoire. Le directeur du CRIEM est une personne qui vient du milieu littéraire, en fait. Et justement, parce que nous, on a besoin d'être outillés là-dedans sur comment est-ce qu'on se connecte avec les histoires passées, comment est-ce que les différents éléments qu'on a, on est capable d'en faire une narration, une intrigue. Ça fait partie des questions qu'on a besoin d'explorer. Donc, malheureusement, je n'ai pas de réponse, mais à peu près les mêmes questions que vous. Puis comment laisser faire le polissage du temps quand on n'a pas de temps, puis on est même très en retard, tu sais. Moi, c'est à ça que ça m'allume, là, puis j'ai pas de réponse non plus, mais c'est comment arriver à l'essentiel, mais qui fait qu'on le fait, parce que c'est vraiment le temps, tu sais. On n'a pas trop le temps de s'obstiner sur une virgule, quoique peut-être que l'avenir du monde tiendra sur cette virgule-là, tu sais, je sais pas. On devrait peut-être le prendre. C'est ça, exact. Bien, c'est ça. Non, mais c'est une bonne question, puis comment pas toujours être dans l'urgence puis dans la fatigue que ça peut causer, c'est clair. Ça, c'est vrai que c'était une sous-question, mais la question, c'est qu'est-ce qu'un récit? Oui, qu'est-ce qu'un récit? C'est vraiment une question qui n'est pas facile, parce que dans une question comme celle-là qui est posée ce soir, le récit est quand même central. Oui. Et qu'est-ce que le récit? Le récit peut être, on entend parler de raconteurs d'histoire partout, de récits d'histoire, mais qui raconte des histoires? Est-ce qu'un peintre raconte une histoire? Est-ce qu'un danseur raconte une histoire? Moi, je pense que oui. Oui. Moi, profondément, j'y crois. Je ne suis pas un conteur qui raconte juste des... j'espère, en tout cas, de mon temps, de mon époque. Je suis là demain. En tout cas, qu'est-ce qu'un récit? Mais je pense que pour moi, en tout cas, un récit, c'est créer du sens. Puis pour moi, tous les humains font ça. Il y en a qui en font une profession, mais au final, on fait ça tous les jours de notre vie, puis on crée le récit de qui on est avec les expériences qu'on choisit de garder, puis de dire, ben ça c'est à cause de ça. On crée des causes à effet, puis on décide qu'on est rendu ce qu'on est à cause de telle expérience, mais c'est tous des choix, si on veut, éditoriaux qu'on fait. Fait que pour moi, c'est beaucoup dans la création de sens, puis je pense que c'est peut-être la chose qui différencie l'humain, puis c'est peut-être la chose qui va le sauver, selon moi, c'est cette faculté de créer du sens avec n'importe quoi, puis justement de vouloir transformer n'importe quelle donnée brute de la nature de notre vie en histoire. On a cette impulsion incontrôlable de faire ça constamment. Puis donc, comment tabler là-dessus, puis dire, ben, puis c'est la façon qu'on entre en relation avec les autres, c'est la façon que notre vie a du sens, c'est si on la raconte sous forme d'histoire. Donc, pour moi, le récit, c'est comme la seule façon de vivre ma vie, sinon tout est des pièces détachées, puis ça vaut pas la peine, tu sais. Puis tout est des atomes détachés, peut-être, mais... En tout cas, pour moi, c'est vraiment dans la création de sens que tous ces récits-là sont liés. Puis après ça, bien, quel sens on choisit?
justement, on a le choix. C'est ça notre job comme humain, c'est de choisir quelle histoire on veut raconter. On n'a pas le choix de grand-chose au final sur l'environnement, sur le climat, tout ça, mais ce choix-là, c'est le seul pour moi qui est important en ce moment parce qu'il va déterminer toutes les autres. Puis les types de récits aussi qu'on décide de garder. Tu sais, je pense que je suis complètement d'accord avec toi. Tu m'enlèves un peu les mots de la bouche. Puis je trouve que un récit aussi, c'est quelque chose qui nous accompagne, qui est en mouvance constante aussi avec notre développement. Dans ce qu'on décide, justement, le choix éditorial qu'on fait, de quels détails on souhaite passer aussi soit on parlait de liens avec la communauté, liens avec les différentes générations, etc. Un récit pour éduquer aussi beaucoup, tu sais, je veux dire, le nombre d'histoires que j'ai entendues de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, qui m'ont hautement éduquée, les récits que je lis. Je travaille beaucoup avec les communautés autochtones dans le Grand Nord, puis les histoires qu'ils me racontent, les récits qu'ils me racontent, je comprends un peu plus leur vision et leur perspective du monde aussi, dans les choix qu'on fait, dans les mots, et puis ensuite, quel sujet on met dedans aussi. Justement, puis on parlait aussi, est-ce que le peintre, est-ce que le danseur est un raconteur d'histoire, raconte un récit? Oui, totalement. Tu sais, je pense qu'il y a tellement de narratives, autant dans les choix que l'artiste fait pour lui-même, dans sa vie d'artiste, que dans ses œuvres. Et puis ça, ensuite, c'est sur quoi est-ce qu'on décide de mettre l'importance en tant qu'individu, en tant que société, donc dans l'art, dans la pratique, dans la communauté et dans l'environnement. Je reviens à mes trois centres de croissance. Puis je pense que justement, c'est pour ça que je veux amener des artistes à l'extérieur pour créer des connexions, pour remettre l'emphase sur l'environnement, en fait, dans nos salles d'exposition, dans nos salles de spectacle, etc. Bonjour, je m'appelle Annie Sen et je suis artiste. Alors, parler de l'art, c'est très beau. L'art, c'est une façon de... Bon, je vous remercie. Ah oui. Vous m'entendez là? Donc, je vous remercie à toutes les trois. Donc, c'était très instructif. Mais en même temps, l'art, pour moi, est une façon de communiquer. Donc, ça part d'une connexion avec l'univers, d'une façon de vivre, déjà, avec soi, de son intimité avec les valeurs humaines. Et cela, lorsque l'on crée, on doit, dès le départ, être vrai, donc se rapprocher de la nature. La nature est depuis la Terre, depuis que le monde est, la Terre est toujours là. La Terre a son abondance et nous n'avons pas su communiquer avec elle. Il y a eu un univers, mais un univers qui a été créé par des gens, par des intellectuels, par des scientifiques, par des professions libérales, etc., qui ont conservé un monde. Et ce monde-là nous a séparés de la nature. Et c'est depuis assez très longtemps, depuis les années 70, où Greenpeace vous demandait aux gens de respecter la Terre. Et il n'en est rien jusqu'à l'ordre d'aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes des artistes, nous devons vivre de notre art. Et déjà, au départ, c'est très difficile de vivre de son art. Certains qui ont peut-être eu une éducation primée, qui n'ont manqué de rien, ont pu faire aboutir par l'intermédiaire de leurs parents ou par une société cultivée qui a une certaine connaissance. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité. Vous parlez d'art, de réunir tout un chacun, mais ne soyons pas dupes. Il y en a qui sont bien vêtus, bien lotis, on va dire, bien lotis, et d'autres non. Comment allons-nous suivre votre processus et comment allons-nous vivre? Et vous parlez aussi de se réapproprier de l'économie, mais de quelle économie parlez-vous? Tout est politisé et tout se fait en fonction du client. Alors maintenant, je vous pose la question suivante. De quelle économie voulez-vous que nous puissions nous approprier? De quelle économie parlez-vous? Est-ce que vous allez créer une banque qui permettrait aux artistes de suivre ce concept écologique, de changer de direction et de se cultiver, mais à travers la terre, à travers
les éléments, parce que tout est spiritualité. Nous avons négligé cette spiritualité. Nous sommes nés de cette spiritualité. Nous devons nous réapproprier de cette spiritualité. Voilà, merci. Merci. En fait, l'atelier qu'on a fait sur la réappropriation de l'économie, je ne vais pas vous le refaire là ce soir, mais l'idée, c'était vraiment de déconstruire. En fait, ce qu'on a déconstruit, c'est des grands principes du capitalisme. C'était pas du tout de proposer une banque, c'est les idées qui sont sorties, qui ne sont pas nos idées à nous de chercheurs ou d'employés de Solon, c'était les idées des citoyens, citoyennes. Les citoyens, citoyennes ont beaucoup parlé de partage, de troc, de coopérative de logement. C'est vraiment des idées comme ça qui sont sorties. L'art n'était pas au centre de la discussion. Là, on parlait plutôt de tout à chacun, d'habitants et d'habitantes de quartier, puis quelles solutions ils avaient à l'échelle de leur quartier dans différents domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine du logement, pour se loger, pour se nourrir. Donc, l'objectif de l'atelier, c'était vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on peut sortir de notre économie actuelle, puis qu'est-ce qui peut être développé comme autre façon de fonctionner. Mais on n'était pas du tout dans la création de banques ou de rester dans le modèle capitaliste actuel, vraiment pas. Alors, je pense que je vois le temps qui file. On va avoir le temps d'une dernière question qui est tout en haut. Donc, oui, voilà. Bonjour, mon nom est Mélissa Kerouac. Je suis plein de choses, multidisciplinaire. Je voulais essayer de répondre à la question « c'est quoi un conte ?» Puis c'est une question, en fait, que je me suis posée beaucoup. Ou en fait, qui m'est venue parce que je posais beaucoup de questions, puis des fois, l'inconscient nous répond juste comme ça parce qu'il y a la réponse. Puis pour moi, le conte, c'est parce qu'il y a l'hiver. Parce que l'hiver existe, parce qu'on c'est jamais l'été éternel. La nature nous l'apprend beaucoup. Donc, puis je pense que on ne peut pas juger les gens sur ce qu'ils ont, comment ils sont habillés. Je pense que chaque personne expérience l'hiver dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était ça ma réponse. Le conte, c'est pour se raconter c'est quoi l'hiver, de pouvoir communiquer puis transmettre son savoir pour s'aider à faire passer l'hiver. Conter, c'est se rassembler autour d'un feu l'hiver. Tu viendras à la Backcountry Artist Residency, on va t'apprendre à aimer l'hiver. Ah, mais j'aime déjà l'hiver. En sortant dehors. Il y a tellement d'histoires à apprendre en hiver. Comme savoir se délester de vieilles histoires, oui, certainement. Mais savoir aussi attendre le printemps. Puis au printemps, il faut savoir comment, qu'est-ce qu'on veut cultiver, qu'est-ce qu'on veut récolter. C'est toutes ces choses-là qu'il faut se poser comme question en hiver. Faut trouver du sens. On peut écouter la nature, c'est elle qui nous raconte les histoires. On peut... je sais pas, moi, je regarde la nature, puis j'ai tellement d'histoires à raconter, mais je ne suis pas une conteuse nécessairement. Mais j'aime bien les contes et les histoires, parce que je sais que ça raconte l'hiver de quelqu'un. Puis je trouve ça important. Ça nous rapproche un de l'autre. On écoute sa propre intimité avec sa propre vie. Puis il faut réussir à être honnête envers soi-même. C'est ça, je pense. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, je pense que c'est des bons mots pour conclure. On raconte pour écouter aussi l'autre, être écouté puis être ensemble.
Puis effectivement, l'hiver approche, malgré la fin de semaine qu'on va avoir. Et je pense qu'effectivement, l'hiver, c'est la saison de raconter des histoires, puis de planifier. Puis justement, de décider une fois le printemps, qui sera peut-être un printemps pas confiné, un printemps pas en pandémie, un printemps où on ne sera pas pris à regarder nos plants de tomates pousser, bien, qu'est-ce qu'on va choisir de faire de ce printemps puis de cette opportunité-là? Ça sera à nous tous de décider ensemble. Ce sera notre récit. C'est ça. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais juste clore avec quelques remerciements d'usage. Donc, je voulais juste prendre le temps de remercier nos partenaires de la Maison à la culture Côte-des-Neiges qui nous soutiennent depuis le début avec ce projet-là. Donc, Colin Herp-Lavergne, Ligia Vergès, Élodie Lavergne, Jorge Daniel et l'équipe technique, donc Christophe, Éric et Sylvie. Merci beaucoup pour votre aide ce soir. Merci Camille, merci Anne-Isabelle, merci White Feather et merci Martin pour les super dessins. Donc, on va poster le dessin sur la page du Théâtre du Renard si vous voulez le consulter plus en détail plus tard parce que vu les mesures, vous ne pouvez pas vous approcher pour aller le voir. Et puis, j'en profite pour souligner aussi la contribution de l'ACFAS qui a permis la tenue de cet événement. Puis, Martin va justement donner un atelier comment vulgariser en bande dessinée pour l'ACFAS le 9 octobre. Donc, vous pouvez regarder le site de l'ACFAS si jamais vous voulez, vous aussi, faire des super dessins pour créer du sens. Et merci vraiment beaucoup de vous être déplacés. C'est peut-être la première fois dans un lieu culturel pour certains d'entre vous depuis quelques mois. Puis, avec les mesures, tout est compliqué. Donc, vraiment, merci d'être venu parce que on peut bien parler dans le micro, mais il n'y a pas de communauté si vous n'êtes pas là. Donc, merci beaucoup d'être venu et au plaisir de s'en rejaser et d'agir ensemble. Merci. Merci.